bonjour et puis merci d'être ici, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler de street art, de culture urbaine et on va survoler un petit peu l'ensemble de ce sujet. On va pas rentrer trop dans les détails pour éviter de partir sur un cours un peu théorique sur le sujet. Donc déjà, on va décomposer le terme street art, très simplement, deux mots, street, la rue, art, je pense qu'il parle de lui-même. Et donc on peut le traduire par art urbain ou art de la rue. Malgré ces deux termes assez simples, il y a quand même ce sont quand même des termes qui englobent énormément de choses et qui sont assez difficiles à déterminer dans le sens où, si je vous demande chacun une définition du street art, je pense qu'on en aura pas mal de différentes. Donc tout simplement, on va commencer avec un petit exemple tout simple. Je vais vous montrer des images et vous allez lever la main si vous considérez cela comme du street art ou non. Et on va voir très rapidement que chacun aura sa propre définition. Donc dans un premier temps, on a ici une façade d'appartement toute colorée. Voilà, je vous laisse. Qui pense que ça, c'est du street art? Ensuite, on a une rue coiffée de magnifiques parapluies colorés. Voilà, déjà là, on a beaucoup moins de personnes qui lèvent la main. Maintenant, un tunnel, ouais, voilà, une allée couverte remplie de graffitis. Ça se lève plus dans le fond de la salle, hein. Une sculpture pas très connue. Ok. Ici, une manifestation en pleine rue, avec en arrière-plan une personne qui fait de la musique sur des instruments faits de briques et de broc. Et en premier plan, une personne en train de danser. Donc, qui pense que c'est du street art? Ok. Ça reprend. Voilà, on voit mieux comme ça. Et ensuite, une personne qu'on peut voir souvent dans les lieux touristiques des grandes villes qui nous fait des magnifiques peintures à l'aide de bombes de peinture. Qui considère ça comme du street art? Et là, on n'a déjà plus que 4 mains levées. Et le dernier, qui n'a pas voulu s'afficher, hop, qui pense que cela est du street art? 5 personnes, 6 personnes. Bon. À partir de ces exemples, je pense que voilà, la démonstration a parfaitement marché. Vous n'avez pas du tout les mêmes avis par rapport à ce qui est ou non du street art. Et je ne vais pas me positionner par rapport à ça parce que tout simplement, ça va dépendre du ressenti de chacun. Et c'est en cela que le street art est une notion qui est vraiment assez compliquée à définir. Par exemple, est-ce que une fresque qui serait faite sur un compteur électrique à la campagne, ce n'est pas dans de l'urbain, mais par contre, voilà, c'est, on va dire, un compteur électrique abandonné dans la campagne. Est-ce qu'on considère ça comme du street art ou pas? Je vous laisse ça à votre propre appréciation. C'est pour ça que le street art est vraiment très très riche, d'autant plus qu'il a une histoire vraiment très complète et avec des éléments qui ont évolué au fur et à mesure du temps. Et au début, c'était une pratique qui était plutôt controversée et plutôt mal reçue par les différents publics. Et on va voir à travers cette présentation que finalement, ça a beaucoup évolué au fil du temps. Et finalement, le street art, je pense qu'on le côtoie beaucoup plus facilement que vous ne le croyez. Si je demande à chacun de vous qu'est-ce que vous pensez connaître sur le street art, beaucoup me diront non, moi je connais pas trop ce sujet-là. Et pourtant, on en voit beaucoup plus que ce qu'on ne pense et on le côtoie beaucoup plus fréquemment. On a par exemple quelques petits exemples. Ici, on a l'artiste Mosaïs Invaders qui nous fait des petits aliens en forme de pixels, généralement dans les grandes métropoles, et je pense qu'il y en a pas mal qui ont déjà vu ces œuvres-là. On a ensuite, par exemple, les bonhommes colorés sans visage de Keith Haring, qui est un des pionniers du mouvement du pop art. Et, cette œuvre est par exemple l'unique œuvre de cet artiste qui est encore en place sur son support d'origine. Jace, je pense qu'on ne le présente plus, notre Havrais qui a parsemé la ville de ces petits bonhommes sans visage encore une fois. Ensuite Banksy, le fameux artiste anonyme dont on ne connaît pas encore, on ne connaît toujours pas l'identité et qui fait parler de lui de par ses pochoirs et ses messages politiques, engagés et parfois humoristiques et poétiques. Monsieur Chat,
les réalisations d'un franco-suisse qui agit depuis les années 90 et qui a eu beaucoup de déboires avec les autorités publiques et qui du coup parsème les villes de son grand chat jaune avec un grand sourire. Shepard Fairey, qui peut être un peu moins connu, mais finalement c'est lui qui a réalisé l'affiche de campagne de Barack Obama. Donc finalement, c'est quand même quelqu'un d'assez connu. Jeff Aerosol, avec cette fresque qui est assez connue à Paris, qui est un des pionniers du street art pour le coup. Il fait partie de la toute première vague de street art et il fait essentiellement ses œuvres à partir de pochoirs. Et enfin, JR, qui est internationalement reconnu pour ses collages photographiques qui sont bien souvent détruits juste après qu'il les ait posés. Je pense qu'à travers tous ces exemples, il y en a au moins un que vous avez déjà aperçu, ou du moins, même si vous n'avez pas vu en vrai, qui ne vous est pas inconnu. Et on voit à partir de là qu'en fait, le street art s'est répandu beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait, et qui aujourd'hui a tendance à rentrer vraiment dans les mœurs. Je vais vous montrer quelques petites pratiques, parce que généralement, quand on pense street art, on pense... moi, personnellement, je pense à la peinture et puis voilà, les graffeurs au détour d'une rue qui font ça un peu à l'abri des regards. Et finalement, on se rend compte qu'avec cette démocratisation de cette pratique, il y a de plus en plus de techniques qui sont mises en œuvre. On retrouve ici nos petites mosaïques avec la cigogne, là, qui nous donnent un peu des sortes de pixels. C'est préparé généralement à l'avance et ça permet de créer son œuvre beaucoup plus rapidement. On a à côté, ici et ici, deux œuvres qui se servent de l'environnement. L'une qui sert de petits poteaux sur la rue pour faire l'œuvre et l'autre qui se sert carrément de la végétation, où là, vraiment, l'environnement est compris complètement dans l'œuvre. Un peu plus rare, juste ici, on trouve une œuvre réalisée avec de la peinture phosphorescente qui donne des œuvres complètement originales et oniriques lorsque tombe la nuit, et pour autant on les voit également dans le jour un petit peu sur les façades cachées. Ici, on assiste à la révolution numérique avec tout simplement de la réalité augmentée où grâce à nos smartphones, nos tablettes, on peut voir les œuvres prendre vie sous nos yeux. Encore une fois, ici un peu plus simplement à la craie ou à la peinture, on a les trompe-l'œil qui sont généralement très impressionnantes, qui sont soit sur les murs, soit sur les rues de nos villes, sur les pavés. Ici, un autre exemple de pochoir. Le pochoir était privilégié pendant un certain temps parce que c'était très rapide à exécuter et du coup ça permettait de faire ses œuvres un peu à la dérobée et de s'en aller très très vite sans être pris par les autorités. Quelque chose de beaucoup plus original qui est le yarn bombing, aussi appelé le tricot graffiti, ça fait un petit peu moins bien quand c'est pas en anglais, ou simplement ça peut être du tricot, du crochet, de la couture, bref, à partir du moment où on met du fil sur du mobilier urbain ou sur des arbres, enfin un peu de tout. Et on a eu l'exemple il n'y a pas longtemps à Danton, où les arbres ont eu des petits tricots pour l'hiver. Et toujours en plus original, là on a le cellographe qui n'est autre que du papier cellophane tiré entre deux poteaux ou deux arbres qui permet là de faire une expression artistique sans détériorer de mobilier public, sans rien détériorer du tout. Donc on voit à travers tous ces exemples que on arrive vraiment à des techniques beaucoup plus variées, justement parce que maintenant les artistes se cachent de moins en moins et ils ont de plus de temps pour faire leurs œuvres. Et comme c'est une pratique qui est de plus en plus démocratisée, ils ne s'en cachent pas. Et comme on voit de plus en plus de peintures, de plus en plus de collages, on assiste par la suite à la diversification des techniques, justement pour que les artistes ressortent un petit peu de ce paysage déjà bien complet des œuvres de street art. On va faire, si vous le permettez bien, un petit tour d'horizon du street art à travers l'histoire, et on va commencer tout simplement avec l'affichage au 19e siècle qui s'est beaucoup plus répandu grâce aux nouvelles techniques d'impression, avec notamment des artistes tels que Gavani ou Toulouse-Lautrec qui ont révolutionné l'affichage avec des affiches en couleur tirées à beaucoup d'exemplaires, et qui est devenu un véritable art puisque maintenant dans les brocantes on s'arrache carrément les affiches et certaines personnes les collectionnent. Après l'affichage, on a eu les premières ébauches de peinture murale avec le muralisme mexicain, qui est suite à la révolution mexicaine,
de 1910, où là, le but était de raconter une histoire que les gens seraient à même de comprendre très facilement, peu importe la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent, et qui permettait également de protester contre le gouvernement, sans pour autant faire trop de vagues, en faisant des fresques assez visuelles et assez représentatives de la vie quotidienne. Ce sont des grandes périodes, hein, on va pas rentrer dans les détails. On passe aux Grandes Guerres, où là, c'était les affiches, encore une fois, de propagande qui étaient mis à l'honneur, entre guillemets, où, encore une fois, il y en avait tellement que ça a arboré absolument toutes les rues. Et par la suite, année 1970, on fait un grand bond. Entre les deux, il y aura des nouveaux mouvements d'art, où les artistes ont tendance à s'éloigner un peu à s'éloigner des pratiques artistiques traditionnelles, où on verra apparaître par exemple le land art, le pop art et d'autres techniques, d'autres mouvements artistiques, pardon. Et donc là, on est dans les années 70-80 aux États-Unis, avec l'apparition du mouvement hip-hop, où ce sont les writers, les écrivains, qui vont complètement recouvrir les murs des villes new-yorkaises, enfin des villes américaines, pardon, dont New York principalement, où en fait, pourquoi on les appelle comme ça? Tout simplement parce qu'ils vont juste écrire leur nom ou mettre la marque de leur groupe, tout en lettres, et au fur et à mesure, on va avoir des graffitis de plus en plus colorés, car les murs seront tellement remplis d'écritures et de noms que chacun va vouloir, encore une fois, se distinguer, et donc du coup, on va voir apparaître des nouvelles lettres plus colorées, beaucoup plus travaillées, pour que chaque personne puisse se distinguer du travail des autres. Par la suite, le street art arrive en Europe, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, une fois arrivé en Europe, le street art se développe grâce aux jeunes bourgeois et des classes moyennes. Ce ne sont pas, comme on pourrait le penser, comme c'était pensé à l'époque, des gens en marge de la société. Ce sont les jeunes bourgeois qui vont dans la rue et qui nous font des magnifiques ou pas graffitis sur les palissades, sur les murs des chantiers, vraiment les endroits abandonnés où ils n'ont pas trop de risques de se faire prendre. À la suite de ça, on arrive dans les années 90, où alors là est mise une politique de tolérance zéro par rapport au graffiti et au street art, dans le sens où y a certains artistes qui ont fait de la prison ferme, carrément, pour avoir détérioré les biens publics. Et il y a plusieurs événements marquants, notamment Jack Land, qui était à l'époque ministre de la Culture, qui a mis en place, suite à tous ces problèmes liés au graffiti, a mis en place un festival de street art. C'était le tout premier à le faire, et c'était complètement innovant en France. Et par la suite, on a également un autre événement marquant, qui est les grandes grèves en 1995 contre le plan Juppé, où là, pendant 3 semaines, tous les trains, tramways, métro étaient complètement à l'arrêt, et lors de la reprise de la circulation, c'était un paysage comme ça, complètement chambardé, qu'on a découvert en allant prendre les transports en commun. Suite à ça, a été mise en place toute une politique des villes pour éradiquer complètement ces graffitis, avec des sommes faramineuses données à des entreprises pour complètement tout nettoyer, puisqu'en 1998, arrivait un certain événement, la Coupe du Monde, pardon, la Coupe du Monde, et comme la France, il fallait absolument tout nettoyer pour avoir une bonne image du pays. Et suite à ça, on pensait que c'était terminé, mais il n'en était rien, si ça veut bien. Et on arrive dans les années 2000 à une acceptation progressive du street art, où de plus en plus de personnes vont apprécier voir des œuvres comme ça. Les sentiments négatifs, voire de haine par rapport aux graffeurs, par rapport aux street artistes, va s'amenuire progressivement. Et aujourd'hui, on arrive dans une société où carrément on a des commandes publiques pour faire du street art, avec des fresques, des collages. Voilà. Je pense que la ville du Havre en est un très très bon exemple. Et on a une vraie démocratisation, alors que quelques années en arrière, le gouvernement lui-même ne voulait absolument pas de ces œuvres dans les rues. Et justement, une fois que les villes avaient compris que le street art était quelque chose qui attirait les foules, attirait le grand public,
ils se sont dit peut-être que finalement il y a quelque chose à faire avec ça, et on a observé de plus en plus de collectivités qui se mettaient, et d'organismes qui se mettaient à développer le street art dans leur ville, en créant des ambiances spécifiques avec carrément des quartiers entiers recouverts du sol jusqu'au mur, avec des grandes fresques colorées, des collages, ou avec un horizon, avec un paysage totalement repensé et totalement coloré, où les acteurs touristiques et territoriaux étaient vraiment très engagés pour développer tout ça. Ça a permis de redynamiser les territoires. Pour certaines villes maintenant sont emblématiques complètement du street art. Certains quartiers qui étaient délaissés sont également emblématiques. Et on a de nouvelles offres très originales comme des parcours, des chasses au trésor, entre guillemets, qui permettent de mettre en lumière justement tout ce qui a été fait en street art, que ça a été commandé ou non par les collectivités. On a par exemple le festival, juste ici, c'est la page d'accueil du site internet, le festival Peinture Fraîche qui se déroule à Lyon, où c'est carrément un festival complet qui a été mis en œuvre avec des œuvres partout dans les rues. Et à côté de ça, il y a des conférences, de la restauration, des ateliers participatifs, des expositions annexes. Vraiment, il y a tout un événement qui a été mis en place autour de ça. On a également Boulevard 13, juste ici, je vais vous montrer la petite vidéo, où ici on se trouve à Paris, dans le 13e arrondissement, avec des fresques totalement démesurées sur les façades des immeubles. Et l'ensemble de ces fresques a créé complètement un parcours touristique où les personnes peuvent payer un guide ou le faire soi-même, mais principalement payer un guide pour faire tout le tour de ces œuvres monumentales, je pense que vous le voyez, par rapport à la taille des immeubles, où là on s'appuie vraiment sur le travail des artistes, pour le coup qui a été une commande publique vu la taille de ces œuvres. On a également, on a également à Lisbonne la Galeria de Arte Urbana qui a dynamisé son territoire en proposant carrément dans toute la ville un dynamisme pour découvrir les œuvres de street art. C'était une ville qui à la base était déjà remplie de street art. Mais là, on a mis en avant les attraits touristiques c'est un organisme en fait, un collectif qui a mis en place tout ça et du coup qui a répertorié l'ensemble de ces œuvres sur une carte où maintenant les touristes peuvent... voilà, c'est un attrait touristique à part entière pour la ville de Lisbonne. Et que serait le street art de nos jours sans les nouvelles technologies, de même que dans la culture a été véritablement révolutionnée par l'arrivée des nouvelles technologies, par Internet et tous les outils numériques que l'on voit apparaître. Le street art n'est pas en reste puisqu'on a par exemple quelques applications intéressantes comme ici My Paris Street Art qui est une carte qui référence, comme je l'ai dit avant pour Lisbonne, qui référence en fait toutes les œuvres de street art à travers la ville, où c'est une application participative où dès que les gens trouvent une œuvre, ils la prennent en photo et ils mettent leur géolocalisation et c'est répertorié dans l'application, et donc les personnes qui sont attirées par ça peuvent aller voir directement en retrouvant sur la petite carte, comme un Google Maps en fait, avec les points d'intérêt. On a également Urbacolors, qui est une autre application un petit peu plus simple, qui est en fait un réseau social de street art, où dès que les gens voient, il n'y a pas le système de géolocalisation comme sur une carte, mais dès que les gens voient une œuvre intéressante, ils peuvent l'envoyer à leurs amis. Il y a tout un réseau, à toute la communauté en fait qu'il y a sur Urbacolors, cette application. À côté de ça, on a des choses un peu plus basiques comme les réseaux sociaux, dont Instagram, où il y a des vraies communautés, des hashtags qui se créent, où du coup toutes les œuvres sont relayées comme ça par des amateurs, par des passionnés, et du coup ça fait vraiment vivre les œuvres à travers les réseaux sociaux. Et on a également quelque chose d'un peu plus révolutionnaire, où il y a un collectif, le collectif des francolores, qui s'est associé à l'entreprise Radar pour créer en fait des autocollants à mettre partout dans les villes, où quand on passe devant avec son téléphone, il y a tout simplement les autocollants qui prennent vie sous vos yeux. Et à partir de là, là c'est assez minime puisque les autocollants, je pense, ne font pas plus de la taille d'une main, mais quand on voit ça, quand on voit comment les autocollants prennent vie sous nos yeux, on peut imaginer toute l'ampleur de ce qui pourrait se faire
avec la réalité augmentée. Et pareil, on peut se demander, là, aujourd'hui, on a une grosse vague de réalité augmentée et de réalité virtuelle. On peut se demander, dans les années à venir, quelles vont être justement quelles vont être les nouvelles technologies qui vont nous permettre de découvrir d'autant plus le street art et d'avoir une expérience différente, puisque c'est justement ça maintenant, c'est l'expérience que les touristes recherchent, de nouvelles expériences, des nouvelles façons de consommer et toujours plus de nouvelles expériences et de nouveaux souvenirs à ramener chez soi. À travers ça, on observe l'apparition de nouvelles pratiques de la part du public. On va prendre en exemple, ici on est à l'escalier Montmorency, qui est l'ancien escalier roulant de la ville, qui a été mis en couleur par un artiste, qui a mis en couleur cet escalier grâce à des ateliers participatifs avec des enfants, des personnes âgées, des retraités, des actifs, des écoliers, des étudiants. Et là, on voit vraiment tout l'intérêt des ateliers participatifs quand il s'agit d'art, ou du fait que ça fédère vraiment toutes les générations, toutes les catégories socio-professionnelles. Et ça a permis, encore une fois, de mettre la ville du Havre en lumière. On a également maintenant un nouveau phénomène, comme je l'ai dit tout au long de cette présentation, qui est l'institutionnalisation des œuvres de street art. On est ici à Montivilliers, au niveau de l'ancien moulin, juste en dessous de l'abbaye, où là, la ville de Montivilliers a carrément fait appel à des artistes pour mettre en couleur un peu ce mur qui était à la base un mur en briques, qui était un peu en train de mal vieillir, qui a été recouvert d'un mur blanc qui faisait un peu tache dans ce paysage. Et on a ici en plus un lien direct avec l'activité du moulin, avec la farine, avec les deux artisans en train de travailler la farine. Et ici, en haut à droite, une nouvelle pratique qui est tout simplement l'arrivée des street artistes dans les galeries. Une pratique qui peut faire débat, notamment au sein des artistes en eux-mêmes. Certains diront que du street art dans une galerie, ça n'a rien à y faire, tout simplement parce que le street art, l'essence même de cet art, c'est d'être fait dans la rue, c'est d'être fait à l'abri des regards, et c'est l'instant qui compte, c'est l'instant où l'œuvre est faite, et surtout l'environnement dans lequel elle est faite qui fait tout l'attrait de cette œuvre. Les avis sont partagés. Après, certains artistes arrivent dans les galeries et peuvent présenter leurs œuvres dans des cadres, dans des galeries un peu fermées, entre guillemets. Ces œuvres peuvent se vendre, ce qui est un peu plus compliqué lorsque les œuvres sont sur des murs. Mais c'est un véritable débat qui est mené autour de la présence des galeries, des street artistes dans les galeries. Et là, encore une fois, je vous laisse vous faire votre propre appréciation. À travers toutes ces évolutions, on peut se demander quel va être l'avenir du street art. Par exemple, comme on vient de l'évoquer, c'est de plus en plus institutionnalisé. Est-ce qu'on ne va pas voir une perte de spontanéité des artistes qui reçoivent en fait des consignes? Parce que quand une ville fait une commande publique, il n'est pas rare qu'elle donne quand même certaines consignes, certaines lignes directrices. Est-ce que les artistes ne vont pas perdre de leur spontanéité justement en raison de ces consignes? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une perte d'identité du street art, comme on vient de l'évoquer avec la commande publique? C'est une question assez importante qui remet en cause l'essence même du street art. Et on a vu tout à l'heure que les nouvelles technologies entraînaient vraiment tout un chamboulement, que ce soit dans les arts en général ou même dans la culture. Et le tout conjugué fait qu'on peut se demander quel est l'avenir du street art demain. Est-ce qu'on va voir des nouvelles techniques apparaître, comme là le cellographe et puis le tissu sur les arbres étaient vraiment ingénieux. Est-ce que demain on verra tellement de rues colorées partout que ça deviendra quelque chose de totalement normal, de totalement naturel? On passera devant sans plus y faire attention que ça. Est-ce que ça va créer une lassitude parmi les publics, parmi les organismes? Seul l'avenir nous le dira. Et maintenant, les villes ont bien compris le potentiel des œuvres de street art. Et il serait intéressant de voir comment par la suite, ils vont continuer justement comment ils vont continuer à... Voilà. Comment ils vont continuer à développer ces offres touristiques et culturelles autour de ces œuvres, et voir vraiment quelles sont les nouvelles offres qu'ils vont pouvoir nous proposer. Et la vraie question est quelles sont les œuvres, quels sont les types d'œuvres qu'on pourra voir demain dans nos rues.
Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Et puis, merci de votre attention.